a quelque chose qui coule dans les veines là, que la chasse perdure de génération en génération. Déjà, c'est vrai que le site, ouais, de toute façon, on a la chance d'avoir une zone agricole préservée, on va dire. Il n'y a pas trop d'habitation. La montagne, il n'y en a aucune, c'est strictement interdit. Donc, quelque part, cette préservation du territoire permet un développement qu'il n'y a peut-être pas ailleurs, un développement de la chasse et des activités autour de la chasse. L'objectif principal, c'est de pratiquer la chasse, quoi. Après, peu importe si c'est les oiseaux, si c'est le sanglier. Et on se retrouve un peu l'âme du village autour de ça. La chasse, ça n'avait rien à voir parce qu'ils sont chassés surtout pour se nourrir. Puis c'est des sangliers dans le Ventoux, il y en avait quoi. Il devait y en avoir une dizaine dans tout le massif du Ventoux. Quand ils tuaient 1 ou 2 sangliers dans l'année, c'était les plus heureux. Puis tous les chasseurs de toutes les petites communes aux alentours du Ventoux, ils chassaient tous ensemble parce qu'il n'y avait pratiquement pas trop de chasseurs de sangliers parce qu'il y avait guerre de gibier. Tandis que maintenant, rien qu'à Baudouin, il y a 9 équipes de sangliers. À Malocène, il y en a 11, il y en a 12. Alors après, c'est la guerre entre eux. Et heureusement qu'il y a du sanglier. La chasse, c'est un fait. C'est le but, mais le plus qui est intéressant, c'est après, une fois que tu as fini la chasse, de se retrouver tous autour de la table. Voilà. Alors là, on refait le monde 10 fois par jour. Moi, je sais que c'est ce qui m'intéresse dans la chasse. Surtout la chasse au sanglier, là, parce qu'autant tu restes 3 heures ou 4 heures sans rien voir, sans rien entendre. Et après, par contre, quand on se retrouve autour de la table, voilà, on rattrape le temps perdu. La chasse, c'est comme ça fait partie des traditions de la famille. Pour qu'on puisse chasser, il faut qu'on soit allé avec le grand-père. On me rappelle avec mon grand-père à Baudouin. Il y a des jours, selon le jour que c'était, s'il y avait la lune, s'il y avait le vent, il me disait aujourd'hui tu ne vas pas à l'école, mais je vais te montrer quelque chose ça te servira plus grand quand tu iras chasser. En fonction du vent, tu vas de ce côté de cette combe. S'il fait de la lune, il faut aller là. Et maintenant, tout ce que j'ai appris quand j'étais petit, mais ça existe toujours. Même que ça a évolué. Même que le gibier c'est toujours le même. Il n'y a que nous qu'on change finalement. Pas forcément avec le père, hein. Il y a toujours quelqu'un dans la famille ou un ami. Ça se fait des fois parce que moi c'était avec mon oncle parce que bon, il n'avait pas d'enfant, donc mais il y a toujours une relation forte entre un enfant de 10 ans et quelqu'un qui est membre de la famille et parce que l'enfant accède un peu au monde de l'adulte grâce à la chasse. C'est une initiation qui se fait de façon progressive, naturelle et sous le contrôle toujours d'un adulte pour la sécurité. Déjà, pour éviter les accidents et puis pour des raisons techniques aussi, hein, parce que bon, pour embusquer, moi je ne l'ai pas trop fait, mais il fallait quand même avoir une technique, des connaissances. Alors l'enfant avait son rôle de nourrir les oiseaux, de leur donner à boire, de leur donner à manger, voilà, pendant que le père ou l'oncle ou le grand-père installait les verguettes. Enfin, il y avait toujours la place pour nettoyer les fusils. Il y a tout ce rituel, le démontage et puis la fabrication des cartouches. Moi, enfant, c'est ce qui m'a le plus marqué peut-être le soir de fabriquer les cartouches. Maintenant, ça se fait quasiment plus. Ça se fait plus du tout. Mais nous, on faisait les cartouches. Pas toutes, mais la plupart des cartouches. Je ne sais pas si c'est que ça revenait moins cher ou... Pourquoi? Parce que oui, ça revenait moins cher. Voilà, enfin, il y avait la poudre, donc nous, on était chargés de... Alors, à chaque âge, on devait mettre l'amorce, il y avait toutes les phases, donc on recevait la douille. Mais par économie aussi. Voilà, et donc on était... c'est merveilleux de se retrouver dans le monde des hommes, là, avec son petit rôle et puis on grandit, oui. Et puis on a des responsabilités. J'ai commencé à chasser, je devais avoir mon premier permis, 17 ans. Ouais, je devais avoir 17 ans. Mais ça vient de toute petite. Ce papa, quand il préparait les cartouches, il sortait sa caisse pour mesurer la poudre, mettre les cartons, sertir les cartouches. Ça, c'était extraordinaire pour nous.
Et après, pendant les vacances, on allait à Saint-Rény, chez mon oncle, qui était dans une ferme. Et le jour de l'ouverture, ils venaient, les propriétaires de la ferme, venaient chasser. Et avec mon frère, on se faisait un fusil avec un bâton et une ficelle et on allait chasser, on faisait comme les autres. Je pense que tout ça, ça a joué. Et c'est vrai que bon, ben, la chasse, on est dans la nature, on voit des choses extraordinaires. On ne tue pas forcément des... Mais bon, il faut les tuer, hein. On va Oui, mais chasser enfin, c'est pour pas- ça. Mais en fait, le but de tuer, moi, c'est pas mon but. C'est pas le but. Je veux dire, on va te placer quelque part, tout ça, bon, ben, tu souhaites voir. Mais bon, après, tu entends les chiens, tu les imagines à un endroit, ah, ça arrive sur toi, ah, puis non, ça part ailleurs. Je veux dire, c'est toute une... C'est des trucs comme tout, tu apprends toute la vie. Il n'y a rien de sûr. On peut aller à l'école de la République, on allait à l'école du grand-père, et ça faisait aussi bien. Il y a temps pour tout. Connaître les trucs de chasse, après les endroits, les passages, les noms. Dans le Ventoux, les noms, parce qu'il y a des noms qu'il n'y a que les chasseurs qui connaissent. C'est pas marqué sur les cartes. C'est comme aujourd'hui qu'il y a le Mistral qui souffle, ça fait partie, on dit, si la chasse était ouverte, j'irais là, je sais qu'il doit y avoir un lièvre de coucher par là. Quand on voit la neige, quand on voit tout ça, ouais, ça fait partie de... Mais ça, il faut être au pied du Ventoux, quoi, là. Et au plus ça va, au plus on s'en rend compte que ça, personne, il n'y a pas d'école. Là, c'est l'école du grand-père ou de la grand-mère. Comme pour tout, d'abord. Parce qu'on a eu la chance d'être élevé avec nos grands-parents. On ne transmet rien, ils suivent quoi. Ils suivent le mouvement, hein. Puis voilà. Parce qu'un enfant, naturellement, il est curieux. Et puis ils suivent, et puis ils voient, puis ils prennent ou ils laissent. Mais bon, je suis content parce qu'ils prennent. Hein. Là, ils sont passionnés, et puis c'est sain, c'est une passion saine. Puis ça leur permet aussi de côtoyer des personnes plus âgées, qui ont l'âge de leur père ou de leur grand-père. Il y a toujours 3 générations la chasse, et donc ils voient des gens qui sont plus âgés qu'eux, donc ils ne se retrouvent pas toujours entre copains du même âge. Et la passion du chien, évidemment, parce que bon, le piqueur dans la chasse, pour eux, ce qui les intéresse, c'est marcher, donc le piquer. Et mener les chiens, c'est physique, hein. Il y a aussi un côté intéressant par la marche. Un enfant, si c'est 14 ans, c'est trop tard, à mon avis. C'est avant que ça se fait, c'est à partir de l'âge de raison, là. 7-8 ans, là, que là, la chasse et la pêche, c'est formidable pour eux. Surtout la pêche, parce que bon, là, ils peuvent être actifs. On n'a pas besoin de permis, donc commencer à pêcher à 7-8 ans et 10-11 ans, c'est parfait, là. Et puis après, venir à la chasse par les chiens, par l'accompagnement, et puis vider les bêtes, c'est bien aussi. Et ça, c'est naturel. Après, souvent, il y a un petit relâchement à l'âge de l'adolescence, mais c'est normal, parce qu'il y a une remise en cause, et puis même... Bon, mais après, ils reviennent. Après, c'est toujours gagné, ce qui est acquis entre 7 ans et 12 ans. Et là, on n'a rien besoin de faire, les parents. Il faut juste que les enfants y suivent. Il faut être patient, il faut les accepter avec, il ne faut pas partir tout seul. Là. Et les grands-parents, ils sont plus disponibles que les parents, et surtout dans notre village, il y a 30-40 ans, ils travaillaient dur, quoi. On n'avait pas trop de temps de loisirs. Donc les seuls loisirs qu'on pouvait avoir, c'était auprès des grands-parents qui nous gardaient quand nos parents étaient au chêne. Et moi, j'avais la chance d'avoir le mec qui m'emmenait à la chasse au lièvre. Et c'est là qu'il m'a expliqué tous les passages qu'il pouvait y avoir dans le Ventoux. Bon, je ne me rappelle pas de tous, mais lui, il connaissait tout. Et au centimètre près, le lièvre passait où il avait dit que c'était impressionnant. Il avait une meute de chiens aussi impressionnante. Et il connaissait parfaitement son territoire. Moi, j'ai commencé à chasser, à moins pas à chasser, à chasser, mais j'avais pas le permis, je devais avoir quoi, 8 ans, 9 ans. Mais là, c'était à la maison avec ma soeur. On était dans le poulailler, on tirait le moineau. Là. On avait une 12 mm, on tirait le moineau. Ben, c'est à peu près à la même âge où on essaye de fumer les premières cigarettes. Là. Quand c'est interdit, c'est là que c'est bon. C'est là que c'est le meilleur.
Et depuis c'est toujours pareil, quand c'est un peu interdit, ça met un peu plus de baume au cœur, quoi. Sinon, si on fait tout dans l'autorisé, pour moi, ça ne m'intéresse pas. J'avais un grand-père qui chassait le lièvre, et j'en avais un autre qui chassait la grive, au poste. Celui-là, bon, il est mort prématurément, mais ça, je me rappelle bien, quand j'avais entre 5 et 10 ans, on partait le matin à la nuit, là, et ce que je me régalais, parce qu'en plus il faisait froid, on avait le brasero, un petit truc, un petit poêle, et on mettait ça dans la cabane, et après on attendait que les oiseaux se posent, et après lui, il tirait, enfin, c'était la chasse au poste au grille. Et là, après, alors là, il y avait le rituel, il coupait les figues à la maison, il coupait des petits morceaux de figues, il les faisait sécher pour les faire manger, pour faire manger les grives. Il avait toujours une cage à ranger, à réparer, il fallait faire boire, il fallait s'occuper des grives comme d'une personne, quoi. Et là, on allait chasser juste à côté de la maison. Et le plus, c'était le froid en partant de la maison jusqu'à la cabane. Après, une fois arrivé à la cabane, il allumait le brasero et mettait les. Voilà. Et là, c'était des moments fantastiques que j'ai passés avec mon grand-père. Voilà. On chassait, à l'époque, on habitait dans une grange à côté du village. On chassait à côté de la grange. On était les rois. Ils vont nous dire et nous faire voir où sont les passages de gibier. Alors, il y a les passages de gibier qui sont du lièvre, par exemple, qui est autre chose que des passages, des sentiers ou on appelle ça des drailles, des drailles de sangliers ou de mouflons ou de chevreuils ou de cerfs. Bon, alors, eux nous les apprennent. Et nous, bon, quand on a des jeunes, on leur apprend, et puis voilà, ça fait un roulement. Hein. Et on a besoin de ça. Hein. Et les passages, souvent, ils portent le nom des anciens. Ouais. Et tu te mets au passage du père Clope, du père Jean. Du père Jean. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a il y a encore à la cabane de Troussel. À la cabane de Troussel. C'était surtout qu'ils étaient habitués à se mettre là qu'à changer. Quoi, des passages voilà. qui préféraient après, il y a des passages comme l'Estréchon, qui veut dire étroit. Quoi. Alors là, c'est deux bandes de rochers qui descendent dans le fond de combe. Ouais, et ils sont obligés de venir passer là, puisqu'il y a les rochers, ils ne peuvent pas les sauter. Bon, ça, c'est des passières. Voilà, des passières aussi. Nous, on fait pareil avec les jeunes. On leur apprend. Là, quand il rentre quelqu'un dans l'équipe, bon, ben, c'est toujours un de nous qui, d'entrée, le prend pour aller lui faire voir. Où il passe et tout. Et on y explique le passage. Il y a une valeur symbolique par rapport au fusil de chasse en particulier. Et le fusil du grand-père, moi je l'ai gardé. Bon, il n'est pas en exposition, mais je l'ai gardé. Et aussi, ça me permet d'avoir un souvenir de lui. Quoi. Voilà. C'est quelque chose d'important, quoi. Ça représentait aussi un homme, quelque part, son fusil oui, l'époque Oui, je pense que j'ai... avec le fusil, je sens sa présence. Quoi. Plus que le rapport fusil avec la chasse. Quoi. C'est plutôt par rapport au fusil, je me rappelle du grand-père. Voilà. La première fois qu'il en avait une petite, elle a une 12 mm, je devais avoir 10 ans. Mais c'était logique quoi, qu'on puisse... même la grand-mère qui était à cheval sur les principes et tout, elle le savait, elle ne disait rien, donc on avait le feu vert. C'était dans la tradition. Le paysan et la chasse, ça va de pair parce que tout le monde... pratiquement maintenant, avant tous les paysans chassaient, maintenant ça se perd un peu parce qu'il y a des enfants qui peuvent peut-être sauter une génération dans la famille. Et automatiquement, il y en a qui ne sont pas habitués ou peut-être pour le moment ils n'ont pas envie de chasser. Quoi. Puis nous, de notre temps, à 16 ans, c'était l'âge légal pour avoir la chasse. On demandait le permis, on l'avait, maintenant il faut passer un examen. Alors automatiquement, peut-être ça freine un peu plus, mais même ça m'étonnerait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le déclin des permis de chasse. Quoi. Toutes les années, la fédération de Vaucluse perd 300-400
300 permis, quoi, en moyenne. À mon époque, on allait à la mairie, on prenait son permis de chasse. Maintenant, il y a des examens. Moi, je suis formateur à ces examens. Je peux vous dire, c'est compliqué. Le gars c'est un peu comme le permis de conduire. Si vous ne prenez pas des leçons d'auto-école, vous ne l'aurez pas. Ben là, c'est pareil. Hein, vous n'aurez pas votre permis de chasse. Donc là, la loi a fait que, et c'est bien, il y a une formation. Après, c'est beaucoup plus encadré qu'avant. Moi aussi, dès 10-12 ans, mon père travaillait dans les terres. Il me donnait la carabine, il me faisait une cabane et je tuais les oiseaux. J'étais tout seul dans ma cabane, lui était dans la terre à côté, mais c'est plus possible maintenant. La loi ne le permet pas. On est beaucoup plus, les choses sont beaucoup plus réglementées, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Mais à l'époque, ben, c'était comme ça et personne ne disait rien, quoi. On savait qu'on était en train d'apprendre le petit à chasser et même un garde n'allait pas vous chercher des noises pour ça, quoi. La pose de pièges, là, les lecs, des pierres avec le petit bâton, on l'a fait nous quand on était jeunes, quand on avait 12 ans, mais ça avait été fait il y a bien plus longtemps que ça, mais à l'époque ils le faisaient pour vivre, quoi. C'était une façon de se nourrir et d'amener à manger pour la famille. C'était pas un loisir. Ouais. Et que nous, quand on le faisait comme un loisir. Voilà. Le jour où il n'y avait pas d'oiseaux, ben, il n'y en avait pas. Tandis que eux, nos anciens, quand ils y allaient, il fallait que le piège fonctionne. Sinon, il y avait ça, il y avait les lacets pour les lièvres, les lapins. C'était assez organisé comme chasse. Autrefois, là, juste devant le cimetière, là, c'était plein d'oliviers, là, tous les coteaux. Là. Et je me souviens être allé poser des pièges pour les petits oiseaux, ça oui. Mais j'avais même attrapé une fois une grive. Alors là, je n'étais pas peu fier de rentrer avec ma grive à la maison, alors que j'avais, à l'époque, je sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans. On allait aussi chasser avec des lance-pierres. Et on tirait pour pas que ce soit trop dévié de sa trajectoire, on tirait des petites billes, des billes en terre, des billes à jouer. Là. Et on se mettait, notamment à la source du Cavage, là, on se mettait à l'affût. Et je me souviens, il y avait un figuier. Là, et malheureusement, on tuait les petites mésanges tête noire ou tête bleue, quelques pinsons, mais enfin c'était rare. Des lecs, qui c'est qui n'en a pas posé? Des lecs ou des arquets? Des arquets, c'est un petit ressort, un petit piège avec un ressort, et on mettait une olive dedans. Une olive ou une alude? Une alude, c'est une grosse fourmi avec des ailes. Et là, on attrapait les petits oiseaux. Et je me rappelle, même mon grand-père, il me disait, quand il allait tomber blanc, quand il faisait la rosée, la nuit, le soir, on y allait, on mettait un pot de vase vide à l'envers sur la lec. Et le matin, avant qu'il fasse jour, on enlevait le pot. Et de partout, c'était blanc. Tu sais, il y avait de la rosée de partout. Et là, à l'endroit où il y avait le pot, comme c'était couvert, il n'y avait pas de rosée. Et l'oiseau, de suite, il venait manger. La chasse a changé depuis l'époque où mon oncle chassait. Ouais. C'est vrai que maintenant, bon, les jeunes ne chassent plus pareil. Hein, bon, certains ont plusieurs cartes de société différentes, quoi, pour pouvoir varier un peu la chasse, quoi. Tandis qu'autrefois, bon, on restait cantonné dans son coin, quoi. Ah, mais c'est devenu professionnel. Alors. Non, mais ça... Oui, c'est plus la chasse d'antan. Les gens ils chassaient pour le garde-manger un peu plus, mais maintenant, c'est plus pareil. Mon pauvre père, il partait un soir, là, ça il pétait dans la journée. Demain, on mangeait un lapin de chair, il prenait le fusil, il allait n'importe où, là. Il voyait son lapin, il le tuait, il rentrait à la maison, le lendemain, on mangeait le lapin de chair. Voilà. Il ne regardait pas si l'ouverture était ou non. Ouais. Et comme ils étaient nés au pied du Mont Ventoux, à Baudrouin, tous les jours, ils chassaient pratiquement. Maintenant, ça fait un peu moins le braconnage. Mais à cette époque-là, tout le monde. Oh oui, tous les anciens pratiquement étaient comme ça. Hein.
Non, mais pas tous, mais bon. Non, ben, si tu les prends tous, ils allaient tous faire tous un petit peu braconner. Hein. Ah ben oui. Et ils allaient tous un peu... À l'époque, c'était même pas du braconnage, ça se faisait normalement. Hein. C'était du normal. Le père Jean, il allait faire... Il faisait... Engrainer pour les perdreaux. Voilà, il faisait une tranchée, il mettait du grain tout le long de la tranchée, il se cachait un peu plus haut. Et quand les perdreaux venaient pour manger, ça fait qu'il en tuait plusieurs à la fois. Avec une cartouche, il en tuait plus. Voilà, pour pas parce que chacun faisait sa cartouche. C'était. Oui, tandis que maintenant, on va. Il n'y avait pas que le père Jean, il y en avait. Oui. Le père Jouve, et tous les anciens presque. À l'époque, quand on est arrivé, c'était une grande famille, et si vous avez besoin de manger un perdreau, vous alliez demander, vous le donnez de suite. C'était pas. Ça se vendait pas, hein, ça se donnait. Le braconnage, ça a toujours existé, mais on appelait ça du braconnage parce que la chasse était fermée, mais c'était pas du braconnage pour vendre le gibier. Voilà. C'était du braconnage, comme je te disais, c'est uniquement, il y avait un repas de famille, tu te faisais manger un lièvre, tu faisais manger un morceau de sanglier ou de lapin ou 3 perdigaux, mais sans plus. C'était juste pour aller, ça servait de garde-manger. Voilà, tu savais qu'il y avait ça. Par contre, après, il y en a toujours eu, comme de partout, dans toutes les professions, de partout. Il y en a qui chassaient uniquement quand la chasse était fermée. Le premier jour, quand la chasse ouvrait, ils arrêtaient de chasser. Alors là, ils chassaient aux tourterelles, ils chassaient aux perdreaux, ils allaient engrainer. Engrainer, ça veut dire on apportait du blé là, aux perdreaux. Alors les perdreaux, ils se rassemblaient. Quand il y en avait une belle compagnie, ils demandaient un coup de 12, mais ils en ramassaient 4 ou 5. Et puis... Mais ça, après, ils le vendaient. Il y a toujours eu quelques braconniers comme ci, comme ça, mais enfin, ils n'étaient pas nombreux, quand même. On n'a jamais trop entendu trop de bruit là-dessus, quoi. Ça se passait assez calmement. Le plus gros braconnage se faisait à la lune. Le plus gros braconnage se faisait à la lune. Toutes les lunes, il y avait des gens qui allaient attendre les lièvres et tuer un lièvre ou deux. Et chacun avait son quartier, on respectait, on ne prenait pas le quartier de l'autre. Ils avaient un siège, ce qu'on appelait un seti, un siège en pierre, ils s'asseyaient là et ils attendaient les lièvres qui descendaient de la montagne, qui descendaient manger dans les terres. À une certaine époque, quand j'étais gamin, il y avait un voisin dans la rue là-bas. Il partait et il avait le fusil dans le pantalon. Là. Et c'est des gars qui braconnaient, ça se faisait encore. Ou alors l'affût la nuit, l'affût au lièvre dans la montagne. Mon frère, qui a 10 ans de plus que moi, il était passionné de chasse, moi je n'ai jamais chassé. Et ben, il allait à l'espère, vous avez entendu parler de l'espère. À l'affût dans la montagne. Et il se mettait dans un petit coin, la nuit. Et puis, ils disent ça, moi je ne l'ai jamais fait. Il dit, tout d'un coup, on entendait clac, 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 les pierres qui bougeaient. Ah, il dit, il y a quelque chose qui arrive. Alors, pas de bruit. Et puis, des fois, après, c'était un lièvre, toc, 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 il descendait, et boum, il tirait, et là, c'était facile de tirer. Il ne courait pas, le lièvre, il descendait, il se sentait tranquille, pof, un coup de fusil, allez, un lièvre dans le pantalon, et il rentrait à la maison. Voilà. Mais maintenant, je pense que ça se fait plus. Enfin, ça, tout le temps, même il y a 100 ans, comment dire, on a pris le temps de vivre. Voilà. Et, on ne va pas à 200 heures. Bon, on ne fait peut-être pas autant de choses que les autres. Mais il y a un peu ce respect par rapport au temps, par rapport aux aînés, par rapport aux enfants aussi. On pense beaucoup aussi après. Moi, je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Le grand-père, il travaille pour le père il travaille pour les enfants, et ainsi de suite. Et comment dire, c'est une succession de générations, et toujours on pense à celle qui arrive après. Quoi. Et à celle qui arrive après, on lui parle de celle qui était là avant. Quoi. C'est comment dire, une succession d'acquis qu'on transmet. Et moi aussi, en étant à la mairie, j'ai compris un truc, c'est que les choses là, comme le village, ça reste et les gens ils passent.
Voilà. Alors, autant qu'à faire, quand tu passes, il faut essayer que ce soit le plus intéressant possible. Voilà. Et après, quand tu as compris ça, la vie, elle passe toute seule.